Lundi 30 décembre 2019, il est 22h à Sessène et à Sindia, c'est dans le département de Mbour. Pas de hausse du prix de l'eau en janvier prochain, Serigne Mbaye Thiam en est sûr. Le ministre de l'eau et de l'assainissement présidait la cérémonie officielle de signature du contrat d'affermage pour la gestion de l'eau au Sénégal. Suez, c'est 45% de la nouvelle société Sen'Eau. Concurrence déloyale des opérateurs africains, des opérateurs privés. Le ministre de l'agriculture, de l'équipement rural se dit conscient des problèmes de la campagne de collecte d'arachide pour les huiliers. Moussa Baldé promet d'observer vigoureusement la réglementation. La police pardonne, le juge convoque. Les 11 pêcheurs arrêtés à Mbour vont répondre de leurs actes face au magistrat qui les attend demain mardi. Sadio Mané, Ballon d'Or africain 2019, Aliou Cissé, son coach en équipe nationale, lui a déjà décerné le trophée avant le 7 janvier prochain au Caire. La page des sports, ce sera avec Youssouf Bodian. Le tour du web, Seydou Nourouba. Bonne santé, Salimata Aou. La chronique du lundi, Abdoulaye Cissé. L'invité du soir, Rétro 2019 Sport, Nala Socéphal, enseignant-chercheur à l'UFR des sciences de l'éducation et de la formation et du sport, auteur du livre intitulé Histoire de la préparation olympique, le secret des vainqueurs, entretien avec Malal Junior Diagne sur la politique sportive nationale. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. La présentation à la technique Hassan Diouf, mesdames et messieurs, bonsoir. Sen'Eau va maintenant gérer le commerce de l'eau au Sénégal à la place de la SDE. Le contrat d'affermage a été signé cet après-midi entre le groupe Suez et l'État du Sénégal. Le géant français qui détient 45% du capital de la nouvelle société a pour objectif de faciliter l'accès à l'eau en qualité et en quantité. Le ministre de l'eau et de l'assainissement rassure qu'il n'y aura pas de hausse du prix du liquide de pression en janvier prochain. Compte rendu, El Hajnat Diop. L'acte de décès de la SDE est paraphé par le directeur général de la SONES et par la représentante du groupe Suez devant le ministre de l'eau et de l'assainissement. Une cérémonie protocolaire qui prolonge encore le suspense. Sen'Eau, le nouvel opérateur en charge de la distribution de l'eau potable au Sénégal, va s'appuyer sur le groupe Suez et ses partenaires sénégalais. Ce bébé a maintenant un nom. Mesdames et messieurs, le nom c'est Sen'Eau. Sen'Eau, le nom est... Ses partenaires sénégalais. Ce bébé a maintenant un nom. Mesdames et messieurs, le nom c'est Sen'Eau. Sen'Eau, le nom est alors lâché et sa directrice générale s'engage, Janie Arnal. Notre longue expertise internationale dans la production et la distribution de l'eau potable, alliée au savoir-faire des professionnels sénégalais, nous permettra de délivrer aux familles, aux entrepreneurs, aux industriels sénégalais la qualité de services qui répondent à leurs aspirations. Je peux confirmer que vous aurez mon total engagement pour cette mission. Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'eau et de l'assainissement, rassure de son côté. Je voudrais que nos compatriotes soient rassurés. Le prix de l'eau à l'usager ne connaîtra pas de hausse le 1er janvier 2020. En lieu et place, c'est une meilleure qualité du service qui nous engage tous. Sen'Eau et son groupe Suez détiennent 45% du capital et le reste appartient à l'État du Sénégal, aux travailleurs et au secteur privé national. Le nouveau repreneur promet en plus d'une eau de qualité en quantité suffisante d'optimiser et de moderniser les installations, mais aussi de mettre les 1200 collaborateurs dans d'excellentes conditions de travail. Criminalisation du viol. La loi a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Pour autant, les femmes de la société civile veulent une application des textes pour mieux éradiquer le fléau qui prend des proportions inquiétantes à ce sujet. Un accompagnement est prévu selon le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Papa Balagui. Une victoire historique pour les femmes de la société civile. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité. Ministre de la Justice et garde des Sceaux Malick Sall persiste et signe. La nouvelle loi criminalisant le viol va être appliquée dans toute sa rigueur. La leçon est à tous les hommes, tous les garçons de faire attention. Un crime, c'est de 10 ans à 20 ans. Et la perpétuité, si il y a des circonstances aggravantes. Pourquoi circonstances aggravantes? Si la victime du viol est une déficiente mentale, si elle est une handicapée physique, si elle est une femme en état de grossesse, vous comprenez quand même que ce sont des circonstances qui font qu'effectivement la peine doit être encore plus lourde. Une loi accueillie avec acclamation, les femmes de la société civile
il émet tout de même quelques craintes pour son application. Un autre combat à mener de l'avis de Dior Falso, présidente d'honneur de l'association juriste sénégalaise. C'est une première étape. Et la deuxième étape, c'est de faire en sorte qu'il y ait effectivement une application de la loi. Parce que le problème se pose, on le sait souvent, c'est qu'entre la loi qui est là, qui existe, et entre son efficacité, je pense qu'il y a quand même problème. Longtemps prêché la dénonciation, seule alternative pour faire face, souligne Adjimbergan Kanouté. Il est essentiel également que les populations puissent dénoncer. Dénoncer, ce n'est pas négatif. Dénoncer est important parce que cela permet d'aider la justice sénégalaise de pouvoir mener à bien cette mission à lui assignée. Un appel du pied que le garde des Sceaux va également accompagner. Il y aura cette phase d'enquête policière. Une fois que la police transmet le dossier au parquet et que le juge d'instruction est saisi, le juge d'instruction, c'est une nouvelle phase d'enquête. Toute heureuse après le vote de la loi criminalisant le viol au Sénégal, la société civile dans sa globalité s'impatiente de voir le décret d'application signé par le président de la République. Échauffourée entre pêcheurs et policiers lors d'une manifestation contre le projet de construction d'un deuxième quai de pêche à Mbour. Les 11 pêcheurs interpellés vont être présentés au juge demain mardi. Leurs camarades ont fait le déplacement à la police pour présenter leurs excuses et dire qu'ils ne sont pas les auteurs de la vidéo sur les affrontements qui a fait le tour des réseaux sociaux. Excuses acceptées par le commissaire devant le président du conseil départemental de Mbour, Abdourahmane Diallo. Une semaine après leur altercation avec la police, les pêcheurs de Mbour se sont rendus au commissariat pour présenter leurs excuses. Le président du conseil départemental de Mbour a facilité cette rencontre, Saliou Samb. Ñu xam ne tamit les pêcheurs ay nit ñu baax lañ ay liggéeykat lañ amuñu sax jotu ay violence erreur am na te xam nañ tam luy nation dama ko tam ñu xam ne ñii xam nañ tam luy nation de te yow vous représentez la nation am na ko jox sax ne si suñu ko doon yéen sax kenn du nelaw. Les pêcheurs demandent pardon aux autorités et regrettent la diffusion de la vidéo où on voit des policiers repliés pour éviter un dégât. Badou Ndoye, l'un des responsables des pêcheurs. Li nga xam ne métti na fi ñuy ko ñaawlu ba fu ñaawlu yem te di ko jéggalu ce président de la République, ministre de l'Intérieur ak ministre de la Pêche ba si moom mi nga xam ne mooy wàllu préfet ak ñi nga xamee ne ñooy njabootu waa police yëpp ñuy ñaawlu lii. Le commissaire se réjouit de cette visite. Mandji Boulé accepte le pardon avant de préciser que la police a été très professionnelle ce jour-là. Le rôle du commissaire de police que je suis, c'est d'accompagner l'État à se tenir debout, mais droit devant. Notre rôle en tant que commissaire de police, en tant que policier en général, c'est d'aider les institutions étatiques. C'est de les mettre à l'aise. Et c'est ça, justement, qui nous a poussés. Pour éviter que l'État se mette à se justifier ou à gesticuler autrement. Que nous avons battu en retraite afin d'éviter, dans le contexte dans lequel on était, que malheureusement, des choses pires puissent se produire. Les 11 pêcheurs arrêtés vont passer ce mardi devant le juge. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo. Il est 22h passé de 9 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Tchossé Est. RFM, la radio de toute l'actualité. RFM Soir. RFM Soir. Mamadou Amar Ndiol. À la présentation, Hassan Diouf assure la partie technique. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. La suite du journal avec la campagne de commercialisation de l'arachide. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural reconnaît le déficit de collecte des graines au niveau des huiliers. Il promet de combattre une concurrence déloyale des opérateurs étrangers par l'application de la réglementation en collaboration avec sa collègue du commerce, Moussa Baldé, s'exprimer lors d'un atelier à Diamniadio. Ses propos sont recueillis par Abdou Diouf Diagne. Le constat, c'est que le volume de collecte que nous avons actuellement est à peu près le même à la même date l'année dernière, soit environ 200 000 tonnes. La différence, c'est que cette année, le pourcentage qui a été collecté par les exportateurs pour l'exportation est à peu près de 99%, ce qui fait que les huiliers se retrouvent avec 1%. Le deuxième constat, c'est que on avait fait des notifications pour des stocks de semences. Et nous félicitons les opérateurs parce que à l'heure actuelle, le volume de collecté est d'environ 15 000 tonnes, soit un peu plus que ce qu'on avait collecté l'année dernière à la même. Si on se met du côté des producteurs, évidemment, les producteurs considèrent que nous avons une excellente campagne parce qu'ils arrivent à vendre d'abord, ce qui n'était pas toujours le cas, à un prix qui est supérieur au prix plancher. Si on se place du côté des huiliers, évidemment qu'il y a des difficultés parce que les huiliers, ils ont du mal à se mettre au même niveau que
les exportateurs pour l'achat des graines. Ce que nous disons, c'est qu'il faut, par exemple, que la réglementation soit bien appliquée et nous allons travailler, en tout cas avec le ministère du Commerce, pour que le système soit plus organisé, pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale et permettre à nos huiliers aussi de pouvoir, bien sûr, collecter. Les sanctions qui sont applicables vont être appliquées. À l'instant, Moussa Baldé, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, des problèmes sociaux et pédagogiques minent le quotidien des 100 000 étudiants de Guédiawaye. Ils sont dans 5 universités publiques, mais la subvention de 16 millions de francs CFA allouée par la mairie ne peut couvrir leurs besoins. Face à la presse cet après-midi, le président de la Fédération des étudiants de Guédiawaye, Alioune Badara Diop, interrogé par Salisso. Le nombre pléthorique d'étudiants qu'on a envoyés aujourd'hui dans les universités, ceci constitue en tout cas pour nous un problème majeur. Nous sommes confrontés aussi au problème des logements, nous sommes confrontés aussi au problème de type social que pédagogique. Donc, aujourd'hui, nous sommes, en tout cas les présidents sont au nombre de 6. Maintenant, ce qu'il y a comme cas particulier, c'est le cas du président des universités de Dakar. Nous faisons au minimum 5 000 étudiants qui sont dans le Sénégal et qui proviennent de Guédiawaye. Comme vous pouvez le savoir, que l'année passée, la mairie ville, M. Aliou Sall, en tant que lui, il nous a octroyé des subventions d'ordre 4 millions par université, notamment dans les 4 universités, excepté l'université de Dakar. Mais néanmoins, il existe toujours des problèmes. Marche pacifique des populations de Gandiaga dans la commune de Noto-Gouïdiama, département de Tivaouane. Elle réclame le respect du protocole lié à la responsabilité sociétale de l'entreprise. Doléance adressée à la plateforme d'exploitation du gaz installée dans la localité qui fait partie de la zone des Niayes où l'eau n'est pas accessible. Cheikh Anta Diop. Les populations d'Ngadiaga, tout le rouge vêtu, des bidons et bassines sur la tête, marchent en scandant « Nous voulons de l'eau, nous voulons le respect des accords pour la responsabilité sociétale de l'entreprise ». Mam Samba Gadiaga, porte-parole des populations. Nous n'avons pas d'eau potable. Le forage de Noto ne peut même plus contenir les besoins en eau potable d'Ngadiaga. Depuis l'exploitation du gaz en 2001, combien de mètres cubes de gaz ont été produits ici à Ngadiaga? Tant qu'on en bénéficie. Quand on prend nos champs, les subventions sont minables. C'est une société américaine, Forteja Corporation, qui est actuellement en train d'exploiter le gaz. Depuis février 2001, exploite le gaz ici à Ngadiaga. Cette dernière exploite le gaz sans tenir compte des intérêts de la population. Il y a des déchets toxiques qui sont déversés ici. Une marche pacifique encadrée par les hommes en bleu de Tivaouane. Dans ce concert de récrimination, les populations demandent au président Macky Sall de réagir, lui qui connaît très bien la zone et ses difficultés. Un appel au président de la République, son excellence M. Macky Sall. Lorsqu'il avait 31 ans, son premier boulot professionnel, c'était chef de division de la gestion des domaines Petrosen à Ngadiaga ici. Il a été directeur général. Malheureusement, la manifestation s'est terminée en queue de poisson. Les manifestants ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes quand ils ont voulu dépasser les bornes pour accéder aux locaux de la plateforme. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. 102.5, c'est la fréquence de RFM à Thiès. Merci à Cheikh Anta Diop. Beaucoup de femmes de Niakhène sont mortes en cours d'évacuation à cause d'un manque d'ambulances. Et pourtant, le village situé dans la région de Kaffrine compte plus de 15 000 habitants. Le mouvement And Taxawu Sunu Gox a interpellé les autorités en marge d'une journée de don de sang en présence du lutteur Zos Barandao, son coordonnateur au micro d'Omar Ndiaye. Imaginez-vous, c'est un village qui compte plus de 15 000 habitants et qui est relégué au second plan parce que Niayène également devait être une commune. On dépend de la commune de Sagna et ce qui est anormal parce que Niayène compte plus de 15 000 habitants. Niayène devrait être érigé donc en commune. Parce qu'on a plus de 15 000 habitants, on a des intellectuels. Donc aujourd'hui, on doit être érigé en commune. Le problème de l'ambulance également. Combien de personnes meurent chaque jour pour rallier donc Kaffrine, pour se soigner, donc des femmes enceintes, etc., etc. Donc il faut qu'on y ait également une ambulance. Ça, c'est un besoin. Et je pense que l'État aussi doit réfléchir sur ça et nous aider dans les plus brefs délais pour qu'on ait au moins donc une ambulance. Donc, au-delà des préoccupations, on a aussi un problème de salle de foyer. Et normalement, on devait avoir une salle de foyer des jeunes où les jeunes peuvent se réunir pour dérouler les activités culturelles, etc. Et je pense que tout ça sont des besoins qui sont récurrents
récurrent et que je pense que les gouvernants doivent nous accompagner dans cela. Mais ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est que Niayes soit érigé en commune et l'électrification également rurale, donc et une extension également du réseau pour que d'autres également puissent en bénéficier parce que Niayes également a trop évolué donc depuis ces derniers temps. 35 000 emplois directs et 105 emplois indirects vont être créés à travers le parc des technologies numériques du Sénégal. Les travaux ont été lancés ce matin à Diamniadio d'un coût global de 46 milliards de francs CFA. Le projet compte attirer les multinationales. Là-dessus, le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Ndeye Ndiaye Diop, au micro d'Abdou Diouf Diagne. La Banque africaine de développement a bien voulu mettre à la disposition du Sénégal 40 milliards de francs CFA pour son financement et son fonctionnement. L'État du Sénégal contribue à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Et il s'agira dans un premier temps du parc, le centre BPO, le centre d'innovation, le centre de recherche et de développement, le centre de production audiovisuelle et des contenus multimédia. À terme, il est prévu la création de 35 000 emplois directs et 105 000 emplois indirects, ainsi qu'une contribution au PIB à hauteur de 10% à l'horizon 2025. Aussi, le PTN abritera un incubateur d'entreprises qui favorisera l'éclosion de PME fondées sur les technologies, lesquelles PME sont souvent gérées par des jeunes diplômés. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. L'année 2019 s'en va avec son lot de regrets et d'amertume pour certains Sénégalais, des concitoyens qui auraient aimé faire les choses autrement s'ils avaient à revivre l'année. Pendant ce temps, d'autres sont animés par le sentiment d'une mission bien accomplie. Quoi qu'il en soit, l'espoir est encore là de vivre une bien meilleure année en 2020. Le reportage de Mamadou Oumarba. À la place de l'indépendance, l'ambiance est celle des jours de fête. Astou est assise sur un banc, ses marchandises devant elle. Accueillir cette nouvelle année, c'est aussi dire au revoir à 2019, une année pas du tout rose pour elle. Tous mes projets sont tombés à l'eau. Quand tu travailles, tu espères gagner quelque chose. C'est logique. On s'engage chaque fois sur des projets, mais en fin de compte, on fait faillite, malheureusement. Non loin de là, Moussa tient des documents et discute avec son ami. Pour lui, l'année 2019 a été quasi parfaite. Du point de vue personnel et professionnel, bien entendu, ce n'est jamais une fin en soi, mais l'essentiel a été fait. Pour ma part, je dirais à plus de 60-70%. Face à la route, l'air pensif, Amadou regarde les voitures passer. À 57 ans, il est resté des mois sans percevoir son salaire, mais il se réjouit d'avoir une famille indulgente. La famille comprend ma situation, ouais, ma femme, mes parents, même je peux dire quand même c'est ma mère actuellement qui m'aide un tout petit peu, avec mon grand frère. Au début, c'était moi qui les prenais en charge, mais maintenant, rester des mois sans être payé, c'est compliqué. À propos de la nouvelle année, Amadou reste sceptique. En 2020, espérer, c'est compliqué actuellement. Le pays est compliqué. Compliqué peut-être, mais chez beaucoup de citoyens rencontrés, l'espoir est toujours là, celui de voir leurs objectifs atteints en 2020. Gina Kenyatta, plus connue sous le nom de Mama Ngina, ancienne première dame du Kenya et la lauréate 2019 du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. La mère de l'actuel président Uhuru Kenyatta a été choisie pour avoir joué un rôle important dans la réconciliation entre son fils président et l'opposant Raila Odinga, qui était divisé après la présidentielle de 2017. Le nom a été révélé lors d'un point de presse cet après-midi par le CIRID, le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue. Abdoulaye Diop. Après l'Afrique de l'Ouest avec le Burkinabé, Moro Naba, c'est une personnalité d'Afrique de l'Est qui remporte la deuxième édition du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Deo Akizemana, président fondateur du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue CIRID. Notre attention pour 2019, pour le prix qui porte son nom, a été portée sur un nom. Mesdames, Messieurs, un grand nom africain. C'est une dame. Cette grande dame, c'est la veuve, c'est l'épouse
Mamangina aura bel et bien notre distinction pour 2019. Guina Kenyatta a été choisi pour le rôle joué dans l'apaisement de la crise politique de 2017 dans son pays. Maintenant, son épouse, sa veuve, a joué un rôle, selon nos informations, des informations confirmées par tous les témoins que nous avons pu rencontrer à ce sujet, jouer un rôle dans la réconciliation actuelle entre son fils Uhuru, président du Kenya, et l'opposant Raila Odinga. Le prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique a été initié en 2016. Le prix est doté d'une enveloppe de plus de 32 millions de nos francs pour honorer et encourager toute initiative de dialogue politique et social dans le continent. Merci beaucoup Abdoulaye Diop. 22h21. Bonsoir Youssouf Bodian. Football. Avec la Ligue 2 qui a clôturé sa 4e journée cet après-midi au stade Caroline Faye de Mbour, Demba Diop FC a dominé Amitié FC par 1-0. Libas Gueye a marqué l'unique but de la partie sur penalty. C'est la première victoire du promu après 4 journées. Demba Diop FC avec 4 points quitte l'avant-dernière place pour la 10e. Le classement de la Ligue 2 est dominé donc par la Linguère de Saint-Louis et EJ Fatick qui comptent chacun 8 points plus 3. Le promu Thiès FC est 3e avec 8 points plus 2. Amitié FC et le Port sont relégables. Justement, le Port autonome de Dakar qui ne compte qu'un seul point en 4 journées. Dernier donc de la Ligue 2 sénégalaise, les mêmes difficultés pour le Snaps Thiès, promu en Ligue 1. Pourquoi ça ne marche toujours pas pour ces deux clubs? Comment ces deux clubs donc s'organisent pour sortir la tête de l'eau? Abdou Diouf Junior a donné la parole aux deux entraîneurs. Le club de Ali va mal. Le Port se noie au fond du classement de la Ligue 2. Il urge d'entamer la mission de sauvetage et son entraîneur semble connaître la clé du problème. Ali Mal. Notre équipe a perdu son buteur, Elhaj Amadou Sall, qui est parti à Dakar Sacré-Cœur, qui est presque à chaque fois meilleur buteur de la Ligue 2. Problème de défense aussi. On a encaissé presque 6 buts en 4 journées. Il y a un problème. Apprentissage difficile pour le CNEPS Excellence de Thiès. Le promu peine à gagner après 4 journées de Ligue 1. Le coach Gaussou Dramé accuse le manque d'expérience. Il fallait venir d'abord comprendre ce qui se passe et bien regarder pour ensuite rectifier. On est en train de faire l'apprentissage. Nous savons qu'il nous faut des joueurs expérimentés. Le problème du CNEPS Excellence de Thiès, c'est la lourdeur de sa doctrine. Gaussou Dramé. On ne prend pas des joueurs en Rasseni, en Dabala. Il y a un certain comportement que les joueurs du CNEPS doivent avoir. Il n'est pas facile avec le football sénégalais et le comportement des joueurs sénégalais. On a formé des joueurs qui connaissent la doctrine du CNEPS et qui sont partis monnaie leur talent ailleurs. Je crois qu'on pourra les faire revenir, les associer au groupe que nous avons. Du côté du port autonome de Dakar, on ne panique pas. Ali Mal promet de jeter un coup d'œil et un coup de balai sur ses notes. J'ai pas de pression quand même. C'est le football qui est comme ça. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Donc il faut savoir regarder comment revoir mon travail parce que aussi, si c'est pas bon, il faut qu'on recommence aussi. Mais le football aussi, c'est un éternel recommencement. Revoir le comportement de mes joueurs. Le port autonome de Dakar et le CNEPS Excellence de Thiès jouent dans des championnats différents. Le terrain sur lequel ils se retrouvent, c'est le mauvais début de saison. 4 matchs et 0 victoire chacun. Abdou Diouf Junior, on rappelle que la Ligue 2 a clôturé sa 4e journée ce lundi avec cette victoire de Demba Diop FC sur Amitié FC, 1-0, but marqué par Libas Gueye sur penalty. Meilleur joueur africain de l'année, Jürgen Klopp ne peut pas choisir entre Mané et Salah. Pour l'entraîneur de Liverpool, ces deux attaquants méritent le titre individuel continental. Quant au sélectionneur du Sénégal, il a fait son choix pour Aliou Cissé, Sadio Mané est le meilleur joueur africain en 2019. Ces propos sont recueillis à Sédhiou par Max Eprit Kamfani. Comme je dis, les trophées individuels, en quelque sorte, pour être plus sérieux, c'est des trophées de reconnaissance. Je crois que, en toute modestie, cette reconnaissance, je l'ai à travers mon pays, je l'ai à travers mon continent, mais durant la Coupe du Monde 2018 aussi, j'ai eu cette reconnaissance-là. Donc, l'avoir, bien sûr, ça me fera plaisir, mais je n'en fais pas non plus une fixation. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est le travail que nous sommes en train de fournir avec cette équipe nationale et que ce travail-là a été reconnu par le monde du football, que le Sénégal fait partie aujourd'hui des meilleures équipes africaines. Donc, si forcément le Sénégal fait partie des meilleures équipes africaines, il y a un entraîneur qui est derrière. Donc, c'est une reconnaissance. Maintenant, concernant Sadio Mané, c'est différent. Sadio Mané a fait une grande saison. Il a été un grand locomotive décisif, j'ai envie de dire, avec Liverpool, mais avec aussi l'équipe nationale du Sénégal. C'est un garçon aujourd'hui qui est au niveau, si vous voulez, de ce qui se fait le mieux sur le gratin du football international. Beaucoup de gens me diront que Mahrez le mérite parce qu'il a gagné la Coupe d'Afrique. Mais si vous regardez aujourd'hui, Sadio Mané
non seulement il a été en finale de cette Coupe d'Afrique-là, il a été co-meilleur buteur de cette finale-là, mais en dehors de ses prestations sur le continent africain, depuis le mois d'août 2019 jusqu'à aujourd'hui, c'est un garçon qui continue à perforer. Je ne peux pas imaginer qu'aujourd'hui qu'on donne le ballon d'or à un autre joueur que Sadio Mané. Je pense qu'il le mérite amplement. Oui, le verdict sera connu donc le 7 janvier prochain au Caire. Aliou Cissé qui était à Sédhiou pour assister donc à la finale de les phases régionales navétanes remportée par l'ASC Koussi. L'ASC Koussi donc qui a battu en finale l'ASC Razak de Medina Wandifa par 3-1. Une compétition qui s'est jouée sur un terrain sans grille de protection. C'est que déplorent les différents acteurs du football à Sédhiou. La correspondance de Max Euclid Kamfani. C'est une phase finale régionale jouée dans un terrain simplement clôturé, sans grille de protection, cadre pas trop adéquat pour l'épanouissement des jeunes sportifs. Ainsi, Boubacar Biaye, président de l'ORCAV, exhorte l'État à accompagner les collectivités territoriales de la région à réglementer les aires de jeu. On pense qu'au niveau des autres chefs-lieux de département, il est tout à fait normal que l'État appuie, n'est-ce pas, la volonté de ces collectivités territoriales qui arrivent, ne serait-ce qu'un peu, à clôturer leur terrain. C'est le cas de Tanaf. Il y a le mur de clôture, mais il faut quand même et des grilles de protection pour mettre les spectateurs en sécurité. Ce manque de stade digne de nom dans la région, une question qui doit préoccuper les personnalités politiques régionales et celles du ministère des Sports dans une parfaite collaboration, selon Léonce Zalé, d'âge du ministère de la Culture et de la Communication, par ailleurs parrain de cette finale régionale. Je pense que c'est un cri de cœur de toute la jeunesse de la région de Sédhiou, particulièrement du département de Goudomp. Vous l'avez vous-même constaté qu'il n'y a pas d'infrastructure au niveau de la zone, malgré les talents que nous possédons au niveau du département de Goudomp. Je pense que l'État aussi a bien entendu ce cri de cœur et que toutes les dispositions seront prises par les autorités compétentes, en l'occurrence les autorités du ministère des Sports, en collaboration avec les personnalités politiques de la zone. Je pense qu'ils pourront prendre en charge cette question. Occasion pour le parrain de livrer ce message à la jeunesse de la région. La solidarité, l'abnégation et le courage politique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous manque dans notre zone. Il faut qu'on ait ce courage politique d'aller réclamer ce qui nous revient de droit. Phase finale remportée en senior par l'AS Koussi devant Razak de Wandifa et en cadet par Texas de Tanaf devant Nemo de Djendé. Sédhiou, Max Euclid Kamfani, RFM. Merci Max. À Ziguinchor, les phases régionales ont également livré leur verdict. C'est l'ASC Djanki qui a battu en finale Yamatogne de Ziguinchor. Yamatogne qui a remporté les dernières phases nationales navétanes après tir au but. L'ASC Djanki a gagné donc par 6-5. Les phases régionales navétanes de Ziguinchor se sont jouées au Cap Skirring. À Saint-Louis, le quartier Pikine ne dispose pas de terrain aménagé pouvant abriter des matchs de football. Une situation qui ne favorise pas l'éclosion de talents dans ce quartier qui compte près de 70 000 habitants, nous dit Mohamed Nabissila. Quartier le plus populaire de Saint-Louis, Pikine ne dispose pas de terrain de football ou d'aire de jeu aménagé pour les sportifs. Une situation déplorée par Dienou Malik Ndiaye, entraîneur de l'ASC Réveil finaliste zonal. On rencontre d'énormes problèmes pour avoir ces espaces-là. On n'a que la digue, la barrière de protection, mais pendant l'hivernage, on ne parvient pas à s'entraîner avec les eaux fluviales. Par rapport à la digue de protection, si on pouvait les remblayer pour les jeunes, ça sera un coût pour la population de Pikine pour avoir des terrains. Mais en priorité, les jeunes veulent qu'on les remble pour avoir des terrains de foot. Mbaye Ndiaye, conseiller économique, social et environnemental, venu appuyer l'ASC Réveil pour sa finale, de plaider pour la requalification du bassin de Pikine avec des terrains et parcours sportifs aménagés. Et nous demandons à M. le maire de tout faire, créer des espaces de jeu pour les ASC de Saint-Louis, mais surtout des ASC de Pikine. Parce que Pikine, 100 000 habitants, plus de 70% de jeunes, s'il n'y a pas des aires de jeu, là c'est grave. Nous sommes actuellement à plus de 14 ou 15 ASC à Pikine. Donc il faut faire quelque chose. Ce bassin-là, avec cette requalification, nous pensons que les ASC de Pikine auront des espaces pour évoluer. Le besoin d'infrastructures sportives est bien une réalité pour Pikine qui a produit plusieurs joueurs qui évoluent dans des championnats du monde. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Merci à Mohamed Nabissila. C'est tout pour les infos sportives. Merci à vous aussi, Youssouf Bodian. Le tour du web sur RFM. Seydou Nourouba. Bienvenue.
Le viol et la pédophilie deviennent désormais des crimes. Titre actusen.sn. C'est à l'unanimité et par acclamation que le projet de loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie a été voté à l'Assemblée nationale, écrit le site, rappelant que jusque-là, le viol était considéré comme un délit passible de 5 ans de prison. Publicité des produits de dépigmentation, GFM se conforme à la décision du CNRA. À la une de igfm.sn, le site du groupe Futur Média, à travers un communiqué, dit avoir achevé le processus de mise en conformité à la loi et à la réglementation sur la publicité des produits dépigmentants. D'ailleurs, le communiqué précise que le groupe Futur Média avait décidé de ne pas renouveler les contrats en cours, réaffirmant ainsi son attachement au respect des lois et des règlements régissant le secteur des médias au Sénégal. Discours à la nation, ces dossiers chauds sur lesquels est attendu Macky Sall, vous le verrez sur seneweb.com, l'électricité, la crise de l'eau, la signature du contrat entre la société française Suez et l'État du Sénégal pour la gestion de l'eau, l'école sénégalaise avec les mouvements d'humeur annoncés dans le supérieur et le moins secondaire, l'agriculture, l'immigration clandestine et la situation des pêcheurs sénégalais. Des questions selon Seneweb qui seront sur la table du chef de l'État à l'occasion de la fête de fin d'année. Hors de nos frontières présidentielles en Guinée-Bissau, place au dépouillement, titre guinénews.org. Dans la capitale, le site informe que les électeurs se sont rendus au compte-gouttes vers le bureau de vote. Un second tour devant départager Domingo Simao Pereira, 57 ans, candidat du PAIGC, et Oumaro Sissoko Mbalo, 47 ans, candidat du MADEM G5. C'est la fin de votre tour de web. Merci d'avoir suivi. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vous offre Bonne Santé. Pour se protéger du paludisme, toute la famille doit dormir sous moustiquaire imprégné. Toutes les nuits, toute l'année, en hivernage comme en saison sèche. En cas de fièvre, allez rapidement vers la structure de santé la plus proche pour une prise en charge correcte. Des tests de diagnostic rapide, TDR, sont disponibles et gratuits dans les structures publiques jusqu'au niveau communautaire. Case de santé et DS-DOM, pour voir en 15 minutes si vous avez le paludisme ou pas. Si le TDR est positif, les médicaments pour le paludisme simple appelé ACT sont gratuits. Le paludisme est une maladie qui peut causer beaucoup de décès, mais c'est une maladie dont on peut se protéger. Bonne santé, Salimata Ao. Bienvenue. Les régurgitations sont fréquentes chez le nourrisson. Elles sont mêlées de lait et de salive. Elles sont sans douleur et ne nuisent pas à la croissance du tout petit. Dr Abouba, pédiatre, gastro-entérologue, hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. Les régurgitations sont une remontée passive, c'est-à-dire sans effort du contenu de l'estomac, notamment le lait dans la bouche de l'enfant. C'est un phénomène physiologique, c'est-à-dire qui est normal chez les nourrissons jusqu'à l'âge de 4 à 6 mois. Les reflux sont à différencier des vomissements. Ils se font sans effort. Toutefois, si le bébé vomit abondamment et en jet, il doit être vu par un médecin. Il faudra consulter lorsque l'enfant tète moins ou ne finit plus ses biberons, lorsque l'enfant pleure beaucoup plus que d'habitude ou lorsque l'enfant ne prend pas du poids. Il faudra différencier des vomissements qui, au contraire, sont pathologiques et s'effectuent avec des efforts. Certains bébés régurgitent beaucoup plus que d'autres, ce qui inquiète souvent leurs parents. Ces signes, c'est-à-dire l'irritabilité, la diminution des tétées et l'absence de prise de poids, traduisent une complication appelée œsophagite peptique qu'il faudra prendre en charge. Si votre bébé régurgite beaucoup, essayez de fractionner les tétées en lui faisant faire 3 ou 4 pauses pour lui permettre de rôter et d'évacuer l'air. C'était tout pour Bonne Santé bébé. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro. Bonne Santé vous a été offerte par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Engageons-nous tous pour l'élimination du paludisme au Sénégal. La chronique du lundi porte la signature d'Abdoulaye Cissé. Il y a des séquences dans la vie, quand on y entre, on en arrive à regretter que le soleil ne se couche pas plus tôt pour tourner la page de ce genre de jour sombre.
Et peu importe la manière d'en sortir, pourvu seulement qu'on tourne la page. Le Sénégal a traversé dernièrement des événements qui ont mis par terre le mythe de l'autorité de l'État et qu'on a tous intérêt à restaurer et le plus rapidement. Car quand tout s'effondre, c'est l'État qui doit demeurer debout, stoïque et avec fière allure. C'est au Sénégal qu'un individu, il paraît que c'est un marabout ou chef religieux dans la localité de Pal dans le nord du pays, s'est permis de refuser les obsèques et l'inhumation d'un individu dans le périmètre de son village. Au seul motif que le défunt était un malfaiteur, un agresseur. L'État s'est bouché les oreilles et détourné le regard comme si on pouvait refuser d'honorer la dignité humaine, fût-elle pour quelqu'un de la pire espèce de son vivant. Le même soir, j'ai regardé un très beau document à la télé sur les dures conditions de vie à la prison de haute sécurité de Anamosa dans l'état de l'Iowa aux États-Unis. Ici, c'est perpétuité pour tous quand ce n'est pas la peine de mort. Les familles des prisonniers lâchent prise au fil du temps et ne visitent plus les détenus qui le plus souvent meurent sans possibilité de retrouver un membre de leur famille. Mais quand la société a tout retiré à ces individus, auteurs des crimes les plus odieux tels des délinquants sexuels ou du crime organisé, c'est la mort qui leur rend leur dignité. L'administration pénitentiaire se fait le devoir de réserver des sépultures dignes. Le protocole et l'office funéraire sont le même pour tout le monde avec toute la solennité requise, la gravité du moment pour respecter jusqu'à la dernière volonté des détenus. Même l'urne contenant les cendres de ceux qui ont choisi d'être incinérés est traitée avec égard et dignité avant l'inhumation. On fait sonner le clairon aux morts, dégradé au petit personnel. Tout le monde est là pour honorer le mort. En inconnu pour eux, ils arrivent à pleurer de compassion pour le mort tellement ils sont en union de prière. C'est beau à voir finalement. L'État du Sénégal n'aurait jamais dû laisser prospérer la sentence de ce marabout dont on ne sait pas finalement où il a appris ce qu'il récite à ses fidèles. L'autorité de l'État a été aussi saccagée dernièrement à Mbour, dans une scène dont on devrait tous s'indigner, où des policiers sont chassés, pourchassés à coups de pierre et de projectiles. Ça ne doit pas arriver. Mais ça ne veut pas dire que les policiers n'ont pas eu raison de battre en retraite pour sauver leur peau. On a tous voulu être solidaires de la justice quand l'autorité de la justice a été rudoyée par le saccage du tribunal de Louga. L'État ne doit en aucun cas faiblir, mais quand on a dit ça, ça ne veut pas dire bander les muscles et mater des pauvres manifestants pacifiques comme préconisé par l'autre dont la tête est en sursis. Il s'était trompé quand il recommandait de fusiller les individus de son acabit. C'est la langue qu'il faut leur couper pour éviter de dire des sornettes. Cette fin d'année n'a épargné personne, moins encore l'autorité de l'État en proie à toutes sortes de défiances. Et nous devons en prendre garde. L'État, c'est notre bien commun. Il nous appartient de le préserver, de l'honorer. Mais on parle d'abord d'un État juste à l'endroit de tous et non une autorité de l'État faible avec les forts et très très fort avec les faibles. Dieu nous en préserve. Il était temps que cette année se termine. Prenons les bonnes résolutions pour l'année 2020 qui s'annonce, on l'espère, sous de bien meilleurs auspices. Très belle fête de fin d'année à tous et à l'année prochaine. RFM, l'invité. 22h38, l'invité de RFM Soir, invité rétro 2019, Nalla Socéfal, enseignant-chercheur à l'UFR des sciences de l'éducation et de la formation et du sport, auteur du livre intitulé Histoire de la préparation olympique, le secret des vainqueurs. Il s'entretient avec Malal Junior Diagne. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur RFM. Nous recevons le docteur Nalla Socéfal, enseignant-chercheur, expert, conférencier I2AF, mais également entraîneur national d'athlétisme, pour débriefer avec lui l'actualité sportive de l'année 2019. Docteur, bienvenue sur RFM. Merci Malal. Alors, l'année 2019 tire à sa fin. De manière globale, quel est le bilan que vous tirez de toutes les actualités sportives qu'on a vécues au courant de l'année? Vous savez que le Sénégal s'est engagé sur plusieurs disciplines durant cette année et il est normal à l'entame d'une nouvelle année qu'on fasse un peu la rétrospective des faits saillants de notre sport et vraiment tirer le bilan de ce qui a été fait.
Nous pouvons parler dans ce cadre du football, du handball, du basket, de l'athlétisme, des sports de combat, de la lutte, ainsi de suite. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes qui ont été réalisées. Si nous prenons l'exemple du football, par exemple, le Sénégal a joué une finale à la Coupe d'Afrique. Et certains disent encore qu'on est resté sur notre faim parce qu'on était parti pour gagner. Et tous les spécialistes et analystes étaient conscients que le Sénégal avait la meilleure équipe sur le papier. Et donc il fallait confirmer sur le terrain. Malheureusement, nous avons eu un goût d'inachevé parce que nous avons terminé deuxième en perdant face à l'Algérie qui nous a battu non seulement en match de poule mais aussi en phase de groupe. Et donc il est important de voir cette performance, d'analyser cette performance, mais aussi d'analyser la performance des équipes de petite catégorie. Parce que ça n'a pas du tout été mal du côté des petites catégories. Nos juniors ont bien fait au niveau des championnats du monde. Et nos cadets aussi, ils ont eu des performances très sérieuses. Et ils ont été en finale, ils ont perdu contre le Mali. Oui. Donc, ils ont perdu en ayant un très bon jeu. Mais là aussi, il faut voir quelquefois c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que si nous analysons l'ossature de cette équipe, nous voyons que la majorité de ces jeunes viennent des académies qui ont été créées par notamment Génération Foot, Djambar, Oslo, et donc ça ne parle pas vraiment de la bonne santé de notre championnat local au niveau surtout des petites catégories, parce que les jeunes Sénégalais jouent très peu de matchs, et en partie même je pense que si nous avons perdu contre l'Espagne, c'est en partie à cause de ce manque de métier, parce qu'ils sont dans les académies mais ils ne jouent pas trop de tournoi. Parce que donc vous voulez dire que là, c'est un point faible du football, de l'organigramme du football local. Exactement. Parce que les jeunes sont dans des académies, ils ont la discipline tactique, ils ont beaucoup de techniques, mais il faut apprendre à être un compétiteur. Et ce n'est qu'en faisant des compétitions qu'on apprend à être un tueur et un compétiteur. Et moi, j'ai vécu 3 ans en Espagne. J'avais un ami qui était entraîneur d'une équipe cadette et un autre qui était entraîneur d'une équipe junior de football. Mais ils étaient des jeunes de 15 ans, mais ils avaient en moyenne 30 à 32 matchs l'année. Donc, ils étaient tellement de bons compétiteurs et finalement, tout était fluide dans leur jeu. Et maintenant, malheureusement, le Sénégal a très bien joué dans les matchs de poule, mais on s'est rendu compte qu'il leur manquait un peu de compétition arrivé à ce moment. Et donc, je pense que ce sont des choses à revoir, notamment avec la direction technique et la fédération, pour que le championnat de la petite catégorie soit un peu mieux organisé. Alors, le football, on dit qu'on est la première nation au niveau du continent africain, mais au niveau local, on a un championnat faible, on n'a pas également d'infrastructures dignes de ce nom. Exactement. Et ça ne touche pas seulement le football. D'abord, on nous parle d'une ligue professionnelle, mais si vous menez des enquêtes, et on a des étudiants qui travaillent là-dessus, qui ont fait des moments là-dessus, et on se rend compte que beaucoup d'équipes ne payent même pas 100 000 francs. Et quelquefois, ils restent avec 4 mois ou 5 mois d'arrière de salaire. Donc, ça veut dire que c'est un grand problème. Et c'est la raison pour laquelle nous perdons nos meilleurs joueurs dans ce championnat pour un salaire de 1 million, 1 million 500 au Maroc. Parce que nous payons très peu et pas sur une base régulière. Donc, c'est un véritable problème. Et sur le plan des infrastructures aussi, imaginez, actuellement, si vous analysez l'équipe du Sénégal de senior, il n'y a que 2 qui habitent Dakar, notamment à Khariala et à la Médina. Nous avons Gana Gueye qui habite à la Médina et Cheikh Kouyaté. Parce que les enfants sénégalais commencent, surtout à Dakar, commencent à avoir un problème d'alphabétisation motrice. Nous n'avons pas la motricité normale parce que nous habitons quelquefois dans des appartements et dans les rues. Pour faire du sport, il faut braver les voitures. Donc tous les parents ne laissent pas leurs enfants faire cela. Donc il faut des infrastructures dans chaque quartier, au-delà des grandes infrastructures pour accueillir les compétitions officielles. Mais il faut au moins qu'il y ait assez d'infrastructures parce que ça commence à poser un problème au niveau du Sénégal. Ça commence à poser un problème également de voir le Sénégal perdre au basket chez les garçons et chez les filles. 2019 a été une année traversée avec des succès à demi-teinte. On n'a pas eu gagné de coupe. Oui, effectivement, on n'a pas gagné de coupe. Mais ça nous ramène au problème de la planification de la performance. Parce que si vous analysez de près, l'équipe du Sénégal a très tardivement, surtout au niveau des dames, commencé son regroupement. Et il a fallu même que le coach fasse un coup de gueule pour qu'il puisse donner l'opportunité de regrouper son équipe. Et il faut aussi analyser que c'est une génération qui n'était pas très jeune. En moyenne, elles avaient 30 et quelques années. À part les jeunes universitaires qui étaient venus, Assou Traoré avait 37 ans. Notre meneuse Binta Diémé du moins, elle aussi, elle a 33, 34 ans. Donc c'était une génération finissante. Aussi, ça pose problème parce
Parce que les pays organisent pour gagner, mais le Sénégal n'était pas prêt dans la mesure où, parce qu'on avait Dakar Arena, on a voulu coûte que coûte organiser. Ça, c'est un problème. On l'a pris sur un coup de tête. C'est ça, la décision doit venir des techniciens, prendre l'avis des techniciens. Parce qu'il ne faut pas organiser chez soi pour perdre. Et en plus de ça, c'est une grosse pression psychologique. Moi, je suis spécialiste de la psychologie du sport et je sais le poids qu'il y a quand on organise chez soi. Et donc, quand l'équipe n'est pas au meilleur de sa forme et quand on n'a pas la meilleure génération, ça pose problème. Et l'entraîneur aussi, il a besoin de faire des voyages pour décrocher les meilleurs joueurs sénégalais qui sont dans les universités et ailleurs. Mais quand on ne lui donne pas cette opportunité, en tant que patriote, tout ce qu'il peut, il ne peut pas abandonner l'équipe. Mais il y va. Mais là, le Sénégal n'a pas le droit d'exiger des performances. Et si nous voyons aussi, pour le tournoi de qualification olympique, le Sénégal est parti le faire, alors que dans les autres continents, il n'y a pas eu de tournoi de qualification olympique. Les autres pays ont refusé. Ils ont dit les 2 pays qui ont fait la finale continentale doivent aller directement au JO. Donc les dirigeants africains aussi doivent apprendre à se défendre. Parce que ça, c'est un problème. Donc il faut vraiment analyser les performances et les décisions politiques, mais aussi des fédéraux. Parce que c'est très facile de critiquer un entraîneur ou de faire toutes ces choses-là, alors que lui, on ne l'a pas écouté et il n'a pas été à l'origine de l'organisation de cette compétition. Donc il faut une politique sérieuse pour qu'on sache que dans 4 ans, nous allons avoir un tel niveau et puis chaque 2 années, renouveler les générations et puis avoir une politique sérieuse. Et donc vous parlez de planification. De planification et de prise en charge et d'administration de la performance. Parce que c'est notre point le plus faible. Après, les entraîneurs ont bon dos. On les critique à tour de bras. Regardez, Abdourahmane Ndiaye Adidas, il a été changé à quelques minutes, à quelques jours de la compétition. Ça ne se fait pas. Donc il est très important que les gens prennent les responsabilités et que les entraîneurs aussi soient solidaires entre eux. Parce que si vous vous rappelez bien, Moustapha Gueye, c'est le président de l'association des entraîneurs. Mais à mon sens, si on renvoie un de ses pairs, il devrait frapper sur la table au lieu de venir directement le remplacer. Pour moi, il y a un problème à ce niveau. Les entraîneurs doivent être beaucoup plus solidaires, mais aussi les administratifs prendre de meilleures décisions. Alors, de meilleures décisions, je pense qu'il y en a eu au handball, où franchement, cette équipe nationale féminine, même si elle est composée à majorité d'expatriés, nous a valu beaucoup de satisfaction au niveau continental et au niveau international. Effectivement, leur performance est à saluer. Et comme vous venez bien de le dire, c'est vrai que nous profitons de la formation des jeunes Sénégalais nés en France, parce que la France a un système de formation qui est excellent. Et la majorité d'entre eux, ne pouvant pas intégrer l'équipe de France, ont décidé de venir jouer pour le Sénégal. Et ça, du coup, nous sommes passés d'une équipe qui ne se qualifiait pas à aller directement en finale. Parce que ça veut dire qu'ils avaient déjà une culture du handball qui était très élevée. Ils avaient un niveau très intéressant. Et je vois qu'en ce moment, ils sont en train de corriger un peu, parce qu'il y a 3 jeunes locales qui ont intégré l'équipe, dont l'une qui est de Richard Toll et Khadi qui est de Saint-Louis, de Diadissar. Et donc, je pense que c'est intéressant. Il faut les encourager. C'est vrai que c'est le fruit de ce qui se faisait en France. Et moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de s'inspirer de ce système, pas seulement en France, mais de tous les pays qui sont performants dans tous les sports, pour voir comment la pyramide de ce sport est organisée, comme je le dis dans mon livre sur l'histoire de la préparation olympique. Et ça nous permettra de pérenniser les performances et vraiment de sortir du tâtonnement. Alors, les autres disciplines dites de seconde zone, ou bien les disciplines qui sont souvent abandonnées, à savoir les arts martiaux, à savoir l'athlétisme, on a vu que c'est des disciplines qui ont certes gagné, surtout aux arts martiaux, mais il n'y a pas eu la reconnaissance. Et c'est ça. Vous savez, si nous faisons la hiérarchie des performances au niveau du Sénégal, l'athlétisme est au top. L'athlétisme est le sport qui a 11 médailles mondiales dans son histoire. Et la seule médaille olympique que nous avons gagnée vient de l'athlétisme. Et en ce moment, vous avez des jeunes athlètes très talentueux. Nous avons 3 jeunes étudiants qui ont fait 46 secondes aux 400 mètres cette année. Mais on n'en parle même pas. Alors qu'ils sont excellents. Le garçon a été finaliste au championnat du monde universitaire. Et il a découvert l'athlétisme il y a moins d'1 an. Il y en a un autre aussi qui fait partie de l'équipe du 4x4 qui est en première année à l'INSEP aussi, qui a couru en 46. Il y a les Fatou Gaye qui ont une grosse marge de progression. Elle a couru en 53 au 400 mètres cette année. Nous avons Louis-François Mendy aussi qui a gagné une médaille au championnat d'Afrique. Et je l'ai amené il y a 2 ans à Tlemcen. Il était vice-champion d'Afrique. Donc le talent est là, mais il faut qu'on investisse. Les pays ont compris que pour exister sur le plan international et dominer la géopolitique mondiale, il faut investir dans ces sports-là qui donnent beaucoup de médailles au championnat du monde.
Parce que vous amenez une équipe de basket ou de foot qui gagne une médaille, c'est une médaille. Vous amenez 20 athlètes qui gagnent des médailles, vous avez 20 médailles. Et donc, vous allez être cité parmi les meilleures nations du sport. Et pour les sports de combat, c'est la même chose. Ils nous valent beaucoup de satisfaction, mais la majorité, vous voyez, même pour la lutte, ils préfèrent aller faire la lutte avec frappe, qui est bien considérée. Et alors qu'en sport olympique, lutte libre, on n'a pas de finaliste ni de médaillés. Donc, alors que c'est inadmissible. Le Sénégal est un pays de lutte, mais comme il n'y a rien pour ceux qui gagnent, pour rappel, ceux qui ont gagné les médailles pour l'équipe nationale du Sénégal depuis 2007 n'ont pas reçu leur prime. Mais comment trouver cette jonction-là entre la lutte avec frappe qui est populaire et cette lutte-là dite olympique ou lutte libre? Comment travailler afin d'amener nos bons lutteurs en frappe à défendre les couleurs nationales sur l'international? Vous savez que le sport, en quelque sorte, est devenu un business pour certains. Un lutteur qui sait que ses camarades gagnent 100 millions pour un vrai combat, alors que lui, au regroupement, même quand il voyage avec l'équipe nationale, on lui donne 10 000 francs par jour. Ce lutteur-là va réfléchir, même s'il a des parents, s'il est talentueux, ils vont lui dire hey, va faire la lutte avec frappe. Parce que c'est un problème. Imaginez, depuis 2007, les Sénégalais qui ont gagné des médailles n'ont pas reçu de prime, à part le football et le basket féminin. Des médailles, vous parlez des championnats d'Afrique. On va au championnat d'Afrique, au championnat du monde. En athlétisme. Judo, basket féminin, ils ont reçu. Mais athlétisme, taekwondo, judo, beach soccer, tous ces sportifs-là, depuis 2007. C'est même les rollers aussi, ils ont une médaille mondiale. C'est Youssou Ndiaye depuis Youssou Ndiaye, qui était le ministre des Sports, et Ahmed Dieng, qui était le directeur de la docteur Ahmed Dieng, de la haute compétition. Depuis lors, il n'y a pas eu de médaille. Pour le football, on donne. Automatiquement, quand on va à la CAN, on donne des primes. Et imaginez une chose, la médaille olympique au Sénégal vaut 2 millions de francs, alors qu'un footballeur peut rentrer de la Coupe d'Afrique avec 45 millions ou 35 millions. C'est une aberration. Il faut qu'on revoie notre politique sportive. Il ne faut pas confondre l'équipe nationale du football à la politique sportive du Sénégal. Il faut qu'on arrête de faire de l'événementiel. Gérer une politique cohérente et arrêter de gérer la Coupe d'Afrique ou l'équipe nationale de football comme la seule entité importante pour le football. Le sujet évoqué nous ramène à la gestion du financement du sport de haut niveau, mais également de comment récompenser les auteurs de performances. Exact. Comment le Sénégal doit gérer cette problématique? Exactement. Vous savez, le sport de haut niveau, surtout le sport olympique, ne peut pas exister en dehors de l'école. Il faudrait qu'on ait une pyramide de sport de haut niveau où les enfants sont initiés en éducation physique depuis l'école primaire et de là, on les sélectionne pour faire le sport de participation. Et à partir de la 6e, on les sélectionne pour les mettre dans les fédérations. C'est pourquoi vous voyez en France, en Russie, dans tous ces pays-là, vous allez voir, ils sont en sport-études. Et sport-études, ça commence de la 6e à la terminale. C'est pourquoi très souvent, vous voyez des jeunes qui ont 17 ans ou 18 ans qui sont des champions du monde. Parce que pendant 8 à 10 ans, l'État a investi chez eux sur leur étude, leur performance, le suivi médical et le suivi psychologique. Et là, on crée des champions. Il n'y a pas de tâtonnement dans ce système. Il n'y a pas de tâtonnement dans ce système. Donc, c'est ce qu'il nous faut. Alors, globalement, pour finir, comment doit-on donc tirer le bilan de ce qui a été fait de positif et de négatif en 2019 pour aller vers une année 2020 beaucoup plus rentable, puisque l'on sait que le Sénégal va bientôt accueillir les JOJ? Effectivement. Vous savez que c'est important parce qu'il ne faudrait pas réussir le pari de l'organisation et passer à côté pour le pari de la participation. Et donc, d'ores et déjà, on doit cibler tous les groupes des sports qui vont participer et puis les mettre dans ces conditions. Que l'enfant soit à Tamba, à Ziguinchor ou à Bambey, s'il a du talent, il est ciblé par sa fédération, il doit être mis dans ces conditions. Et pour cela, ce qu'on devrait faire dans les médias, c'est penser à faire des classes sportives. Comme on n'a pas encore de structure de sport études attitrées, dans tous les départements et dans toutes les régions, cibler des classes où les jeunes sportifs qui sont ciblés vont être suivis. Et comme ça, il n'y aura pas de problème entre le sport et les études. Ils pourront bien s'entraîner le matin ou l'après-midi et pendant leur heure, aller faire leurs études. Et là, on les suit et ils sont sélectionnés, ils ont des primes, des bourses pour mieux parler. Et là, on les suit parce que 2022, c'est très près. On n'a pas de temps à perdre et on ne devrait pas être ridicule. Vous pensez que le Sénégal sera prêt à tous les niveaux? C'est difficile, on est déjà en retard parce que je vous dis que la France organise les Jeux Olympiques de 2024 et le groupe d'enfants et de jeunes qui doivent y participer sont déjà ciblés, ils sont déjà mis parce que la performance sportive se construit entre 4 à 8 ans et donc on ne peut pas vraiment attendre qu'il nous reste 12 mois ou 20 mois pour commencer à travailler parce qu'on parle des infrastructures en ce moment mais on ne parle pas des sportifs et il faut que ça se fasse le plus rapidement possible. Voilà. Docteur Nalla Sosefal,
Fall, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Sanarre de Saint-Louis. Vous êtes expert conférencier de l'I2AF, mais également vous êtes entraîneur national d'athlétisme. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne fin d'année à vous. Merci, tout le plaisir est pour moi et j'en profite pour souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute la nation sénégalaise.